Et on est live! Bonsoir les explorers, nous nous retrouvons, pendant quelques minutes parce qu'il y a la conférence qui va continuer, instamment sous peu. Donc on couvre ce week-end les conférences du SCU. Normalement, j'aurais dû vous faire une première partie hier, mais malheureusement, ils ont eu des problèmes techniques de leur côté, ça leur prendra quelques jours pour que j'ai les enregistrements. Donc on va redécouper ça par rapport à ce que moi j'ai pu, récupérer de mon côté. Et du coup, vous allez taper directement dans le juteux puisque c'était lors de cette, journée de dimanche qu'il y a eu les gros morceaux qui sont tombés. Donc je vais, faire un résumé des différentes parties, mais ce sera pas dans l'ordre chronologique, ce sera par rapport à ce que, moi j'ai trouvé d'intéressant, heu, quoique si en un sens, ce sera dans l'ordre chronologique puisque ça coupe quand même en journée. Donc ça c'est dans l'ordre chronologique à l'intérieur du dimanche. Nous commençons avec la conférence de Hakan Kaikal qui est de l'université de Würzburg en Allemagne et qui a coordonné le lancement de satellites Sonat 2 d'observation de la planète. Heu, il montre que, aujourd'hui l'hypothèse extraterrestre est appuyée par le fait que, alors qu'on pensait que c'était absolument impossible qu'il y ait des molécules de chimie organique nécessaires à la vie qui soient présentes dans l'espace, aujourd'hui, il a été démontré que tous les blocs nécessaires à la vie sont présents dans l'espace sans qu'il y ait besoin de planètes. Il monte ensuite son projet Skycam, qui est équipé à l'université de Würzburg pour un coût de 15 000 € par unité d'observation. Et il montre comment il fait des projets semestriels d'études des, des pans avec ses élèves. Je me demande si je peux pas au moins sortir un port, parce que je peux rien utiliser de la conférence, hein, en termes d'images, mais je me demande si je peux pas trouver. Voilà, si je vais trouver son portrait. Comme ça, vous pourrez au moins voir de qui il s'agit. Hop là. Hop, et il a commencé sa carrière pour les opérations spatiales turques. Voilà, c'est lui. Heu, hop. Ensuite, donc il commence par faire une brève histoire du sujet, mais en ignorant quand même quelques étapes parce que, ça n'a pas été que, une absence d'intérêt du monde scientifique. Il y a eu quand même pas mal de vagues à l'intérieur des 70 années, d'histoire récente du sujet. Et cependant, il déclare que depuis, 2017 et les auditions, plus récentes, qu'il y a eu au Congrès américain, ils ont maintenant des observations, des rapports d'observation qui leur parviennent en Allemagne. Ils présentent le projet IFEX de l'université de Würzburg, qui est en fait leur équivalent du projet SETI, et il a réussi à placer son, étude des pans à l'intérieur du projet SETI, de, son établissement. Il y a encore cependant de nombreux problèmes à régler pour une version à moindre coût que les gens puissent installer chez eux, mais ils sont en train de travailler sur un prototype qui fait à peu près la taille de 2 briques de lait. Ils sont en train aussi de travailler sur un papier, publié avec comité de relecture, et une des équipes d'étudiants est en train de travailler sur la mise en place d'un radar passif. C'était la même technologie qui a été utilisée dans les radars Spy-1, de 2004, à bord du Princeton. De traques de tir de fusées, qu'on pourrait réutiliser pour observer des pans. On passe ensuite à la conférence d'Alexa Wendt. Donc là, c'était vraiment très intéressant, mais une branche complètement différente puisque c'était de la sociologie, et il s'est interrogé sur comment est-ce que du coup, je vais essayer de vous trouver un portrait de Alexander Wendt. Hop, et donc il s'interroge sur comment est-ce que les sociétés vont, réagir, ou comment est-ce qu'elles ont réagi à la recherche sur les pans. Et honnêtement, je dois avouer que c'était une conférence où j'ai appris pas mal de choses et qui permettait aussi d'expliquer une sorte d'apathie générale, où est-ce qu'il est? Concernant le sujet des pans. Ah voilà, ça doit être lui. Ouais, c'est lui. Hop, tu où? Je te vois plus. Tu là. Hop, et donc il a, fait une conférence qui s'appelait,
la souveraineté et les ovnis. En fait, il part du principe que comme les ovnis, par définition, à prouver leur existence, serait remettre en question la hiérarchie établie par les ordres sociaux de grandes démocraties ou dictatures, ces pouvoirs ont tendance à supprimer cette information, puisque ça remettrait en cause leur hégémonie et leur pouvoir sur la population. Donc j'ai trouvé ça très intéressant en termes d'analyse sociologique et je trouve ça assez pertinent pour la peine. Heu, et il part du principe que la découverte d'extraterrestres par un programme SETI donnerait une réalité au concept d'intelligence suprahumaine. C'est-à-dire que par définition, comme elle serait différente, on aurait tendance à la placer au-dessus de la nôtre. Il précise aussi que historiquement, le Pentagone n'a jamais partagé l'inquiétude d'Hawking sur, le fait que le SETI pourrait découvrir une civilisation extraterrestre. Ce qui est une remarque très pertinente que j'avais pas relevée avant. Mais c'est vrai que, le Pentagone n'a jamais considéré la possibilité d'une vie extraterrestre comme étant une menace. Cependant, il considère que, les PAN sont, considérés, désolé pour la répétition, par, les gouvernements comme étant une menace contre leur intégrité physique venant de l'extérieur, alors que, pour lui, il n'y a aucune preuve que cela soit une menace physique, d'autant plus enfin, dans le même sens que les armes nucléaires du Royaume-Uni ne sont pas une menace pour les États-Unis, parce que les 2 sont alliés. Donc là, vous pouvez, débattre. Moi, personnellement, j'ai des faits historiques qui iraient plutôt en contre de cela. Par contre, il est tout à fait d'accord pour dire que les pans sont un problème de sûreté ontologique, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause l'identité des civilisations, qui se rendent compte de leur existence. Les pans, dans ces cas-là, sont leur plus grande menace, puisque c'est la menace qui est la plus hétérogène et cela remet en cause le contrat social qu'il y a entre le pouvoir et les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens acceptent d'obéir au pouvoir si le pouvoir peut les protéger. Et ce qui n'est pas le cas dans le cas d'une menace extraterrestre. Si, la réalisation que les extraterrestres existent et sont là depuis longtemps, est révélée à l'ensemble de la population, alors la population comprendra, excusez-moi, que les États ne sont en fait que des fantoches et cela pourrait, engendrer des réactions possibles telles que des excès, d'avarice, le tout pour soi, la peur ou l'ébahissement, c'est-à-dire considérer qu'en fait il faut, s'asservir volontairement à l'extraterrestre qui, comme il est supérieur, aura une meilleure pensée, que nous pour résoudre nos problèmes. Ce qui et les 3, on les voit émerger au fur et à mesure que, le sujet prend de l'ampleur. Il pose ensuite la question de savoir comment est-ce qu'à l'échelle de la Terre, on pourrait empêcher une nation de décider de dégommer un OVNI qu'elle arriverait à détecter et à atteindre? Étant donné que même si la plupart la plupart sur la planète sont d'accord pour pas les tirer, il peut très bien s'agir de la Corée du Nord qui balance un missile nucléaire sur un, de ces gros objets, qui se déplaçaient assez lentement, pour le dégommer et du coup provoquer une situation un peu plus compliquée en termes de diplomatie. Donc de son point de vue, la menace vient en fait des humains et des contacts qu'il y a, les pans semblent essayer plutôt de nous aider. On passe ensuite à un petit panel avec Alejandro Rojas, qui déclare que, si vous observez des pans régulièrement, le mieux est de prendre les meilleures caméras à basse lumière de Sony ou d'appeler une organisation scientifique, telle que le MUFON pour mener l'enquête sur le terrain. On passe ensuite à Robert Powell. Lui, dans l'idéal, il voudrait mettre un bateau scientifique à l'eau et suivre les flottes d'attaque nucléaire de la marine américaine pour enregistrer lui-même les pans qui semblent les encercler. On passe ensuite à un panel de discussion sur les implications entre la sûreté nationale et l'étude scientifique des pans. Nous avons les docteurs Dinotto, Pearson, Hoffman, Nolan et Zigadis qui sont dans ce panel. Pearson essaye déjà de définir la différence entre l'appréciation de sûreté nationale et l'appréciation d'études scientifiques et il considère qu'en fait, ce qu'on appelle la narration de la menace est une simple analyse en manque de données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous manquez des données sur quelque chose, vous n'allez pas les combler avec des bisounours, vous allez les combler avec les situations les pires possibles, puisque c'est ce qui vous permettra d'avoir un temps d'avance si jamais une situation, pire se produit réellement à l'intérieur du manque de données.
Nous avons, Tzigadish qui dit qu'il n'y a pas de sens à garder les informations secrètes alors que, la science est obscure en elle-même. Alors là, il fait référence au fait que, bien que la science se targue de partager beaucoup d'informations de façon très libre et très ouverte, en fait, c'est pas du tout le cas. Quand vous faites votre recherche, vous voulez pouvoir publier votre recherche et pour que votre, article soit reconnu, il faut que vous ayez découvert quelque chose de nouveau et donc il faut surtout pas que ça s'ébruite avant que vous le publiez et il faut passer les comités de relecture pendant, facilement 1 an pour que ensuite l'article soit publié avec généralement des modifications. Cet article, pour être publié, il faut que vous payiez, le journal qui va l'analyser et ensuite toute personne qui voudra le lire devra payer le journal pour lire cet article et c'est des tarifs qui sont très élevés. Récemment, il y avait, une scientifique indienne, si je me souviens bien, qui a été mise en procès et écrouée parce qu'elle avait, mis en place un site qui permettait d'absorber et de republier ses articles scientifiques gratuitement. Donc c'est la partie crade de la science dont personne ne veut parler, mais qui existe réellement. Donc la science n'est pas aussi, claire qu'elle semble le montrer et du coup, il dit que c'est un double handicap quand on travaille avec des informations classées, puisque les informations sont en plus classées, en plus du verrouillage scientifique qui existe, principalement et il en reparle là, il vient d'en reparler là, il y a quelques minutes puisqu'il avait terminé sa présentation une autre présentation sur le fait qu'il y ait aussi une grosse compétition entre les différentes équipes qui travaillent sur les pans dans le but d'être la première à montrer de façon, scientifique un pan, dans son programme de recherche et que cela empêchait la communication, intelligente des résultats des expériences. On a Pearson qui revient en disant qu'il a commencé, à examiner quelles étaient les signatures possibles, des pans pour essayer de les dissocier des ensembles de données qu'il avait à disposition. Il était parti des 5 observables de Lou Elizondo et en fait, il en est à 14 maintenant pour être certain de tomber sur des cas de pans. Comparé au fait que la plupart des personnes demandent à avoir les informations de signature radar, il a fait une analyse très rapide en prenant les 100 meilleurs cas, existants d'OVNI et dans ces 100 cas, il n'y en a qu'un seul qui ait été, détecté en premier par un radar. À chaque fois, dans les autres cas, on a eu les données radar que parce qu'il y avait eu d'abord un témoignage d'une personne au sol ou en vol et donc il rappelle l'importance d'avoir du renseignement humain sur le sujet. Hem Concernant les points communs, il, rappelle que la plupart des couleurs d'OVNI sont, orange et blanc en grande moyenne, qu'il s'agit, généralement de formes de sphériques ou, en tic-tac et d'autant plus, il est très rare qu'il soit seul. Généralement, il se déplace en groupe et se montre en train, pas juste de se déplacer d'un point à un autre, mais il semble faire quelque chose en plus, à partir des 100 cas les plus solides qu'il a pu examiner. Ensuite, on a, Hoffman qui appuie le fait qu'il faut qu'il y ait plus de coopération entre les différents groupes. Pearson reprend, à une question pour savoir quels étaient les meilleurs cas. Il parle du cas de 1953 avec Enata, le cas de 2004 et les cas de 2014. On a Zigadis qui revient et qui déclare que, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme mythe et que les hallucinations collectives n'existent pas. 2 personnes ne peuvent pas halluciner de la même chose qu'on les voit. Il n'y a aucun papier scientifique qui démontre cela puisque ça correspondrait en fait à prouver la télépathie. Ils pestent aussi un peu parce que, ils essayent de tendre la main à beaucoup d'institutions, à beaucoup d'autorités scientifiques, mais personne ne veut leur répondre, ce qui est assez agaçant du point de vue d'un scientifique. Hoffman raconte ensuite que quand il était directeur d'une succursale, d'un chapitre du MUFON, il avait, enquêté, ah non, non, excuse-moi, je confonds avec un des autres interconnecteurs. Hoffman travaillait à l'époque, en Alabama et il était connu pour s'intéresser aux ovnis et à un moment, dans son secteur, un objet avait été vu et avait remonté quasiment toute la côte des États-Unis et avait, provoqué une cinquantaine de signalements sur une durée d'1 an et en fait, il a découvert 1 an plus tard qu'il s'agissait d'un ballon, lâché par Google qui testait un système de, transmission d'internet pas en basse altitude, en fait.
Et ça, ils l'ont appris qu'1 an après, alors qu'il y avait déjà eu beaucoup d'enquêtes de menées. Donc c'est un vrai problème que, ces technologies soient cachées. On a Zegedis qui revient en disant que le fait qu'on analyse les signatures de ces objets est absolument indispensable et c'est le cœur du travail de faire aussi cela au-delà du champ électromagnétique. Donc là, on parle des déformations de l'espace-temps. Hem, alors N, c'est ah oui, donc ensuite on a Gary Nolan qui intervient et il disait qu'on arrivera à faire des pas en avant dans la recherche sur les ovnis à partir du moment où on aura débloqué la capacité d'agencer nous-mêmes des atomes, les uns avec les autres pour comme ça, en étudiant les matériaux qu'on a déjà récupérés, on pourra déduire quelle est leur fonction. Il continue en rappelant que, même si certains pays sont réfractaires, les Chinois sont très à l'écoute et ont déclaré publiquement qu'ils travaillaient sur le sujet. Le potentiel technologique est tellement grand que toute percée par une nation rivale sur le sujet serait une grande menace pour la sûreté intérieure. Ensuite, on a Hoffman qui, rappelle qu'il a fait partie enfin qu'il, travaille aussi pour, la partie, armée de la recherche scientifique et qui décrit le système de recherche des laboratoires scientifiques, liés à l'armée aux États-Unis. Vous avez, des recherches scientifiques qui sont faites, mais au secret. Ensuite, on a Ziadis qui dit que, pour que si ce sont des objets, extraterrestres venant de civilisations avancées, bah, ils se crachent quand même pas mal sur la Terre et donc cela serait probablement des restes de civilisations très anciennes qui, en fait, seraient en fin de vie, et se cracheraient réellement sur Terre. Cependant, il doute qu'on puisse, tirer quoi que ce soit d'une rétro-ingénierie en tant que telle, parce que ce serait comme donner un téléphone portable au paléolithique, il ne saurait pas quoi en faire. Il continue en disant qu'aujourd'hui, nous avons depuis peu de temps des capteurs disponibles commercialement pour mener des études, et qu'il faut aussi travailler avec des nations alliées. Nolan reprend en disant que le champ de recherche sur les ovnis manque de physiciens quantiques. Il faut faire des recherches sur les extractions d'énergie que nous ne maîtrisons pas et sur la science des informations. Il manque aussi d'ingénieurs, tout simplement pour fabriquer les prototypes des technologies qui sont en train d'être découvertes. On a ensuite, une conférence avec Ted Peters qui, fait en fait une conférence en se posant la question: «Quelle est la différence entre l'ufologie et l'astrobiologie?» Étant donné que l'astrobiologie a été longtemps considérée comme une pseudo-science, alors qu'aujourd'hui, ça fait plus beaucoup de doute qu'il y a probablement de la vie extraterrestre autre part et de l'autre côté, l'ufologie qui a toujours son statut de pseudo-science. Voilà, c'était intéressant honnêtement, c'était, général, mais c'était, intéressant en termes de présentation d'arguments et j'ai pu lui poser la question: si jamais une machine était capable de venir jusqu'à la Terre, de se répliquer entre elles-mêmes, de communiquer et d'avoir ses propres décisions, est-ce qu'on lui donnerait le statut d'être vivant? Et il a clairement dit que non, il fallait pour l'instant que ce soit biologique pour être vivant. Et j'ai trouvé la distinction assez intéressante. Ensuite, nous avons la présentation par Peter Reilly des différents projets qu'il y a par le SCU en ce moment. Donc, il présente le projet de Larry Hancock, qui travaille sur les intentions des pilotes d'OVNI, concernant les sites nucléaires. Ensuite, il présente le travail de Robert Powell, qui travaille sur l'identification des caractéristiques de vol des OVNI. Puis les travaux, de Tim Oliver, qui coordonne, 5 projets de recherche. La dynamique des fluides, pour savoir quels sont les effets possibles d'un champ de force sur l'atmosphère et détecter ces champs de force, quand on examine des pans. Detlef Hoyer qui travaille sur des espaces à 5 dimensions et des équations de Lorentz pour essayer de trouver comment, recréer la propulsion, sans inertie des ovnis. On a Cha et Adrian qui travaillent sur la MHD. On a un groupe anonyme pour la peine qui travaille sur, Alcubierre. Et nous avons le groupe de Alan DiCenzo qui travaille sur les radars passifs. Ensuite, on a le projet de David Moore qui lui travaille sur les pans, et les signatures acoustiques que l'on peut avoir, quelque chose qu'on a vu dans, Unconventional Flying Objects de Hill. Ensuite, on revient sur Peter Reilly, où, lui dit qu'il travaille en ce moment à l'analyse de vidéos de pans issus du Department of Homeland Security, ce qu'on a vu lors de la conférence précédente, et qu'il pense pouvoir publier ses travaux, après passage devant un comité de relecture dès, fin juillet.
Il rappelle que la SCU, donc la Scientific Coalition for UAP Studies, c'est l'organisme qui, présente cette conférence. C'est, 109 membres et 92, contributeurs à la recherche. 30 ont des doctorats, 54 ont des masters. Généralement, ils organisent des projets de recherche spécifiques d'1 à 2 ans. Mais ils ne font pas de projets basés sur la mise au point d'instruments de captation. Les projets font l'objet d'une publication revue en interne, et lui pense que la partie la plus intéressante des recherches à mener sur la suite serait tout ce qui est classé en drone par les autorités, puisqu'il y a beaucoup des objets classés en tant que drone qui ont en fait des caractéristiques de pan. On passe ensuite à la présentation des projets eux-mêmes et on a Robert Powell qui prend la parole. Il présente son groupe de recherche avec Larry Hancock, Ian Porritt, Ike Okafor, Robinson Cheung, Toby Kamoru et Leiba Hassan, dont ces 3 derniers sont étudiants en université. Il a récupéré les rapports d'observation les plus solides des grandes sources, Blue Book, NICAP, CUFOS, MUFON, et il a fait l'analyse statistique des observations, des caractéristiques physiques. Donc, il montre que les ovnis de grande taille diminuent dans le temps. J'ai oublié de... Hop, voilà. Que la meilleure période d'observation est à 20 h parce que c'est probablement la période où les gens sortent dehors. Mais cependant, il remarque qu'il y a un pic à 3 h du matin. Il montre aussi que les observations de triangles sont très rares pendant la journée et Hoffman précise que juillet a été le mois avec le plus de signalements pendant des dizaines d'années, mais cela dans les 2 hémisphères. Donc il ne s'agit pas de la présence de l'été, puisque même en Australie, il y a beaucoup plus de signalements en juillet que dans les autres mois, alors que chez eux, c'est l'hiver, c'est la saison de l'hiver. On passe ensuite à la présentation de Larry Hancock. Il déclare avoir trouvé donc 10 signatures possibles à partir de l'analyse des rapports, et il propose d'utiliser des techniques de renseignement sur les intentions des pilotes de Pan en partant de scénarios classiques. Il travaille à 9 chercheurs sur la relation au nucléaire en tant que premier sujet. Ils ont comparé des observations de Pan relevées à proximité de bases nucléaires associées à des bases aériennes, et ils ont fait un pool de données à partir de ça pour essayer de comparer quand est-ce qu'il y avait les plus hautes périodes de fréquentation par les pans. En fait, ils ont remarqué que c'était surtout avant l'installation d'une base et pendant l'installation de la base qu'il y avait le plus de pans qui étaient remontés dans le secteur, et qu'après que les armes étaient déployées, il y avait beaucoup moins d'observations de pans. Donc une surreprésentation sur la mise en place des installations et pas spécialement sur l'installation elle-même une fois qu'elle est équipée. Il montre aussi que l'intérêt change avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a des pics de pan qui arrivent à chaque fois qu'il y a des innovations technologiques qui se font au niveau du nucléaire. Il y a une vague de pan qui arrive sur les installations militaires. Ils ont un projet, donc le SIU a un projet d'étude des objets sous-marins auprès du docteur Little autour de Catalina Island et de Puerto Rico. On arrive à la dernière partie, c'était la plus grosse. C'était la présentation de UAPX. Donc vous aviez Kevin Canute, Matthew Styliadis, les 2 sont physiciens à l'université d'Albany de l'État de New York. Et vous aviez Chris Altman qui est un scientifique de la NASA, pour faire simple. Ils ont réussi à capturer 900 heures de vidéo et ils viennent de finir l'extraction des données et commencent l'analyse des données. Donc ce ne sont que des résultats préliminaires, ce dont ils vont parler. Concernant le fait que les gens se moquent de pourquoi est-ce que les gens considèrent les ovnis comme étant des vaisseaux spatiaux, parce que les ovnis ont la même vitesse que des vaisseaux spatiaux, et donc ils donnent l'exemple de la sonde New Horizon qui est en train de filer comme une balle à l'intérieur du système solaire, et qui a en fait la même vitesse qu'un des tic-tac qu'on a vu. Donc quand on a un objet qui parvient à cette vitesse-là, ça veut dire qu'il doit couvrir des distances d'ordre stellaire. On a Matthew Zigadis donc ça c'était Kevin Caneuf. Ensuite on a Matthew Zigadis. Il explique comment il a mis au point une intelligence artificielle qui était capable de trouver beaucoup plus d'éléments de vraies anomalies que l'œil humain, et qu'il s'agit d'une intelligence artificielle parfaitement ouverte où on peut savoir exactement comment la décision a été faite de sélectionner une image ou pas.
Ils commencent tout juste la phase de classification et c'est pour ça qu'ils ont fait un accord avec le SCU pour avoir des ressources en plus, en termes humains, pour pouvoir classer toutes les anomalies qui viennent de finir de relever, sachant que ça fait presque 1 an qu'ils sont sur la base de données. Ils ont une découverte possible qui apparaît comme un trou dans l'atmosphère, mais ce qui est aussi possible, en termes météorologiques, c'est un fall streak hole. C'est quand vous avez un avion qui passe à travers une couche de nuages et qui crée un trou à l'intérieur et là, ce qu'ils ont filmé ressemblait assez à ça. Cependant, à l'intérieur de ce trou, il y avait des points blancs qui sont apparus qui ne pouvaient pas être des étoiles. Donc ils ne savent pas si c'est une anomalie liée à la caméra, étant donné que par manque de chance, pile à ce moment-là, ils n'avaient plus qu'une seule caméra qui était capable de filmer cette zone-là et c'est un de leurs plus gros, regrets. Ils ont réussi par contre à faire un inventaire de toutes les causes possibles autres pendant la semaine, d'observation qu'ils ont faites autour de l'île de Catalina et donc ils ont pu montrer les effets sur les caméras, des hélicoptères, des parapentes, des insectes, de l'activité solaire. Apparemment, c'est la première fois dans l'histoire qu'on arrive à capter une preuve d'activité solaire sur une caméra, en ondes visibles, où on voit une déformation de l'image, liée à une décharge de masse coronale du Soleil. Hem, Ils ont essayé de trouver, des informations des, stations d'observation du gouvernement qui normalement auraient dû être, libres d'accès puisque il s'agissait pas d'une base, ou d'un espace restreint. Toutes leurs demandes d'accès aux informations gouvernementales ont été refusées sur la période précise où ils ont observé ce trou dans les nuages, ce qui leur fait se poser des questions. Ils se demandent si c'est pas, un test d'un appareil gouvernemental qui aurait pu, laisser cette trace-là. Il montre aussi, ce qui est pour lui le première image de Pan, scientifiquement enregistrée, puisqu'ils ont eu lumière ce déplacement lentement, qui ne peut pas être un avion, qui ne peut pas être, aucun des cas habituels, et qui est filmé en même temps par 2 caméras infrarouges et par une caméra vidéo de l'équipe de tournage. Donc c'était des 2 caméras en infrarouge, proches, donc ce que vous voyez habituellement sur les images vertes et ils pensent qu'ils ont aussi réussi à le capturer sur une de leurs caméras en infrarouge long, puisque, au même moment où ça s'est filmé par les autres caméras, il y a un artefact qui semble apparaître sur une des autres caméras dans la bonne direction. Donc ils essayent de corroborer les données pour savoir si c'est vraiment le cas. Ils insistent bien que leur groupe est entièrement détaché des autres, entités qui mènent une recherche dessus, que ce soit, le département de la défense, le projet Galileo ou, l'université de Würzburg, et qui sont sur leurs fonds propres et donc ils font un appel à la donation pour mener la future campagne de recherche où, ils vont du coup augmenter les outils de captation redondants en tirant parti de toutes les leçons qu'ils ont pu faire de leur expérience sur le terrain. À ce propos, je vous rappelle que Explorer Lab est entièrement partenaire de UAPX. Depuis janvier 2022, les auditeurs de, Explorer Lab ont voté pour sélectionner UAPX parmi, 3 autres initiatives sur le sujet des ovnis, de recherche scientifique sur le sujet des ovnis. Donc si vous voulez, me faire des dons, si vous voulez, m'encourager à continuer mon travail, vous ne pouvez pas m'envoyer de fonds, je refuse tout. C'est pour ça que, la chaîne est démonétisée aussi parce que de ma propre expérience, j'ai vu, comment, certaines équipes ont été, broyées par les intérêts financiers qu'il y a à l'intérieur de ce sujet. Donc ce que je vous propose de faire, si jamais vous voulez vraiment m'encourager, puis c'est, d'aller faire un don, sur UAPX, et vous pouvez le faire, alors je l'avais vu la dernière fois. Hop là, voilà. Vous cliquez sur Support the Mission et là, vous pouvez donner, comme vous voulez. Vous pouvez donner par PayPal ou vous pouvez donner en abonnement. C'est vous qui décidez. Moi, je ne touche, rien. C'est vous qui donnez directement à eux. Il y a aucune marge qui est prélevée par un intermédiaire et ça va à une entité qui est une LLC, donc
Limited Liability Company qui est vérifié, sans but lucratif au niveau de son État de l'Ohio et qui est en train d'obtenir ses accréditations d'organisation à but non lucratif à l'échelle de l'ensemble des États-Unis. Voilà, heu, je pense qu'on est bon. Il me reste quelques secondes avant que la prochaine, conférence démarre. Je crois que j'ai rien oublié de gros. De toute façon, on fera une autre émission avec tout ce dont j'ai pas eu le temps de traiter parce qu'il faut que je mette la main sur les enregistrements pour être sûr que mes notes soient carrées. Globalement, le bilan là, c'était, on vous donne un aperçu des informations qu'on a, et tout va être publié, en papier, en article revu avec comité de lecture dans les semaines qui vont arriver. Donc je pense qu'en fait, à ce moment-là, je vous ferai la traduction intégrale des papiers des articles qui vont sortir et je pense que ça, ce sera plus intéressant et on pourra en faire un commentaire et je vais aussi, recevoir les auteurs, pour qu'on puisse ensuite discuter des travaux qu'ils ont mis au point et franchement, j'étais super content d'avoir cette conférence parce qu'on sentait vraiment que c'était pas, trafiqué. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment qu'ils galéraient à mettre leurs recherches au point et ça aurait été très étrange que ça se produise simplement. Pour tous ceux qui ont fait, des études scientifiques de terrain, on sait parfaitement que tout foire en permanence. Même si vous prévoyez tout, 1 an à l'avance, il y a toujours des trucs qui se produisent qui font que vous ne l'aviez pas anticipé avant et que du coup vous améliorez au fur et à mesure et il faut bien voir ça comme étant l'une des toutes premières recherches scientifiques, modèle, Cousteau, hein, comme on ferait en France, où on essaye de publier en même temps la recherche qui est faite sur le terrain. C'est vraiment cet esprit-là que moi j'apprécie et pour voir pas mal de choses qui se passent derrière la scène, s'il y a une équipe qui a besoin de votre soutien, c'est celle-là. Donc si jamais vous voulez encourager la recherche sur les pans, sur une équipe qui vraiment se casse le trognon à le faire et qui y met tout son cœur et qui risque sa réputation de scientifique, vous pouvez aller, encourager UAPX, il ne tourne que sur les dons. Voilà, donc je pars tout de suite pour la suite de la conférence. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve alors, je vais arrêter de dire quand, parce que je remarque qu'à chaque fois que je dis quand on se retrouve, je me plante, parce qu'il se passe toujours un truc entre les 2. Donc on se retrouve la prochaine fois et ça devrait être dans pas trop longtemps. Désolé. Allez, bonsoir les explorers.